C'est l'heure des informations sur Canal Winter. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Dans cette édition, vous suivrez un extrait d'un entretien que le président du Faso a accordé au journaliste Alain Foka. Dans cet entretien, le chef de l'État revient sur les raisons du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Voilà donc au cours de cet entretien, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sans détour, a abordé les questions liées aux relations entre notre pays et la Fédération de Russie, à la conduite de la transition et de l'AES. Suivons ensemble. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Et je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel. Quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES... Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagnés. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Nous parlons toujours de coopération dans cette édition et le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Suivons. J'ai l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Je transmettre un message de le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, à son Excellence Monsieur le Président, concernant les relations amicales et fraternité bilatérales entre les deux pays frères. Bien sûr, on a beaucoup de choses, on va signer des accords, on va travailler ensemble. Il y a des choses toujours stratégiques entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso dans tous les domaines, la sécurité, la santé, dans tous les sujets. Nous sommes toujours soutenus le Burkina et les peuples frères de l'Arabie Saoudite, toujours à côté le Burkina et le Burkinabé.
Toujours des nouvelles de la présidence, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu des mains du contrôleur général adjoint de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption le rapport des investigations et autres activités menées en 2022. On voit cela avec Abibalaï Bourema. Une délégation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la LCLC, conduite par le contrôleur général d'État adjoint chargé de l'intérim du contrôleur général d'État, est allée ce mardi 30 janvier dans la matinée remettre au président de la transition chef de l'État le rapport général d'activité 2022 de la LCLC. Un rapport dans lequel ils sont entre autres les missions affectées au niveau des ministères, les investigations et les activités de prévention. Nous sommes en fait venus satisfaire à une obligation légale qui est de remettre le rapport annuel général d'activité au président. Il s'agit donc du rapport général d'activité de l'année 2022. Dans le rapport, vous aurez dans un premier temps les moyens qui ont été mis à la disposition de l'ASE pour mener l'ASELC pour mener ses missions. Mais vous aurez aussi les missions que nous avons eu à faire au niveau des ministères, les investigations, les activités de prévention, de suivi des recommandations, d'audit et des déclarations d'intérêt et de patrimoine que nous avons eu à mener au cours de l'année 2022. Donc c'est le bilan, synthèse de cela qui est contenu dans le rapport. Le porte-parole de la délégation, Urbain Milogo, a précisé que la LCLC animera dans les jours à venir une conférence de presse pour détailler le rapport aux hommes des médias. Et nous abordons un autre sujet dans cette édition. Le temple Bethel Étoile Brillante de Bobo Dioulasso a célébré ses 10 années d'existence. C'est dans une bonne ambiance que le leader ecclésiastique de cette assemblée ainsi que les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour sa fidélité. On voit cela avec Odette Zouangena, Gédon Tapsova. Le 14 janvier dernier, le temple Bethel Étoile Brillante, une église du Centre international d'évangélisation, sise au secteur 23 de la ville de Bobo Dioulasso, soufflait ses 10 bougies. Le pasteur Nana et épouse ainsi que l'ensemble des fidèles ont jugé bon de marquer une halte ce jour pour célébrer cette 10e année d'existence en présence d'autorités ecclésiastiques locales et d'invités d'autres confessions religieuses. Avec la bénédiction, tout ce qu'on a reçu aujourd'hui, voilà, et votre présence, ça nous a donné la joie. Ça nous donne la joie de continuer l'œuvre. Et ça a commencé dans une petite maisonnette de 20 tôles, une maison inachevée. Et j'ai dormi à côté avec ma femme dans la pluie. Et puis dans la pluie, parce que quand il pleut, nous sommes aussi mouillés. Et de là, nous avons commencé avec l'évangélisation porte à porte. Et après, avec l'opération Enfants de Noël, nous avons trouvé 200 boîtes et on a partagé aux enfants. Et l'évangélisation porte à porte a été continuée jusqu'à ça apporter beaucoup de fruits. Vous-même, vous avez vu, voilà, nous avons plus de 450-500 membres. Au commencement, ce n'était pas facile. Mais jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. En tout cas, ce que je peux dire aux jeunes, aux femmes de pasteurs, c'est d'avoir la patience, écouter Dieu dans tout ce que nous faisons et accepter, travailler pour l'avancement de l'œuvre. Cette fête des 10 ans ne se veut pas être une fête ordinaire. C'est l'occasion de porter un regard sur le passé et sur les acquis engrangés afin de mesurer les bienfaits de l'Éternel et partant lui traduire toute la reconnaissance. Je suis très content de savoir que notre pasteur Josué a fait un grand travail ici, dans cette localité qui est entourée par des musulmans, des animistes. Mais il est venu au milieu d'eux pour apporter la lumière, afin que Jésus soit vu. Et aussi pour le travail qu'il a abattu ici pendant 10 ans. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Tout ce que nous faisions, nous le faisons avec Dieu. C'est pourquoi la prédication a été
basé sur la reconnaissance. Même Israël, quand Israël a quitté l'Égypte, ils ont dit merci au Seigneur, ils ont rendu grâce. Quand ils sont fait la mer Rouge, ils ont dit merci au Seigneur. Quand ils sont restés à Canaan aussi, ils ont dit merci au Seigneur aussi. Ils ont rendu grâce pour tout. C'est pourquoi nous devons nous arrêter un temps soit peu pour dire merci au Seigneur. La construction de l'église le 14 janvier 2014 au secteur 23 a permis non seulement de construire un bâtiment, mais surtout une communauté qui se rassemble, vit la solidarité et qui impacte positivement son environnement. Les catholiques sont là, les protestants sont là, les animistes sont là, nous sommes tous retrouvés. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre de base qui a été donnée et cette œuvre de base-là permet que vraiment nous puissions être là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Donc pour moi, c'est vraiment une cérémonie de taille qui a touché plus d'un. Et chacun a témoigné du leadership de Papa Karambiri, de Dr Gervais Élysée et surtout du frère Nana qui est là, qui vraiment se bat et de manière à ce que vraiment toute la communauté se reconnaisse en Christ. Je suis content de venir parrainer avec cette activité-là. Parce que le pasteur, il a commencé devant moi. Son œuvre, là, c'était devant moi. Ce que moi j'ai vu, ce qu'il a fait là, en tout cas, ça me fait beaucoup toucher. Que moi, je vais le accompagner, je vais l'aider pour qu'il avance davantage. Des remises d'attestations de reconnaissance et diverses prestations de groupes et artistes ont meublé l'événement. Le clou de la cérémonie a été la pose de la première pierre du nouvel édifice de 1200 places dont le coût est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Et nous allons au Soudan pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Conflit armé, la Cour pénale internationale ouvre une enquête sur de possibles crimes de guerre au Darfour. Regardons. Darfour, qui a été ravagé par les atrocités du conflit armé qui a explosé en 2003, est devenu l'épicentre de la guerre actuelle au Soudan. Face à la gravité de la situation, la Cour pénale internationale lance une enquête sur les crimes de guerre au Soudan. Madame la Présidente, sur la base du travail de mon bureau, je constate et j'évalue clairement qu'il y a des raisons de croire que des crimes relevant du statut de Rome sont actuellement commis au Darfour par les forces armées soudanaises, les forces de soutien rapide et les groupes affiliés. Cette guerre qui plonge le Soudan dans le chaos depuis avril dernier a entraîné des attaques sur des groupes ethniques non arabes. Comme je l'ai indiqué dans mon rapport au Conseil, les atrocités présumées qui ont été commises à El Geneina constituent un axe central de l'enquête que mon bureau mène actuellement. Et je peux confirmer au Conseil que nous recueillons un nombre très important de documents, d'informations et de preuves concernant ces crimes particuliers. Les combats ont déplacé plus de 7 millions de personnes et tué 12 000 individus. Les groupes de médecins locaux et les activistes affirment que le nombre réel de morts est bien plus élevé. J'ai rencontré 70 Darfouriens à Londres il y a 2 semaines qui sont également très actifs dans ce domaine. À entendre les récits, toute la communauté a été déracinée et ciblée pendant de nombreuses années et ils s'inquiètent vraiment du fait que le monde ne réagit pas face à leurs souffrances. Ils pensaient qu'ils étaient trop invisibles, trop insignifiants et trop pauvres pour constituer un véritable sujet de préoccupation pour la CPI et la communauté internationale. Le statut de Rome a institué la CPI en 2002 pour enquêter sur les pires atrocités commises dans le monde. Généralement, ces conflits armés conduisent à la famine et en Éthiopie,
Le Tigré met en garde la communauté internationale contre une famine en cours. Seuls 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires, spécifiquement dans les régions du Tigré, ont reçu une aide humanitaire depuis janvier. Depuis la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires en Éthiopie, seuls 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier. Les Nations Unies et les États-Unis avaient interrompu cette aide à la mi-mars de l'année dernière suite à la découverte d'un projet à grande échelle de vol de céréales humanitaires. La suspension a été étendue au reste de l'Éthiopie en juin, alors qu'environ 20 millions d'Éthiopiens ont besoin de nourriture en raison de la sécheresse, des conflits et d'une économie qui tourne au ralenti. L'arrêt de cette aide a malheureusement aggravé la famine au Tigré, où la production agricole n'a atteint que 37% du total estimé. La mauvaise récolte a incité les autorités de la région à mettre en garde contre une famine en cours qui pourrait égaler la catastrophe de 1984 qui avait tué des centaines de milliers de personnes dans le nord de l'Éthiopie. Depuis ce lundi, des incendies de forêt provoqués par des temps chauds et secs ainsi que les vents côtiers font des ravages sur les chaînes de montagnes en Afrique du Sud. Depuis lundi, des incendies de forêt provoqués par le temps chaud et sec et les vents côtiers font des ravages dans les chaînes de montagnes autour du Cap en Afrique du Sud. 6 incendies se sont déclarés dans la région. L'un d'entre eux se dirigeait vers Pringle Bay où les autorités ont ordonné l'évacuation totale du village. Les habitants ont été contraints de s'installer dans une ville voisine afin de laisser les pompiers maîtriser les flammes. Je ne sais pas exactement combien de personnes ont été évacuées car beaucoup préfèrent rester chez elles ou se rendre chez leur famille. Je suis aussi un peu inquiète pour ceux qui n'ont pas de maison de vacances ici et qui en fait ne savent peut-être pas que c'est problématique. Le conseil municipal d'Overtron a déclaré qu'un petit nombre de maisons a été touché et aucun blessé n'est à déplorer, mais les autorités ont déclenché le code rouge car les incendies présentent un danger grave et immédiat pour la population. Un dernier élément avant de terminer cette édition, mort de 3 soldats américains à la frontière jordano-syrienne. Le président américain Joe Biden dévoile son plan de riposte. Le président des États-Unis, Joe Biden, avait promis des représailles conséquentes après l'attaque au drone à la frontière jordano-syrienne, ayant tué 3 militaires américains et fait plus de 30 blessés, pointant des groupes pro-Iran. Ce mardi, il a indiqué qu'il avait décidé de la manière de réagir. « Je ne pense pas que nous ayons besoin d'une guerre plus large au Moyen-Orient », a déclaré Joe Biden. Le porte-parole du Conseil de sécurité, Joe Biden, a déclaré, lui, qu'elle viendrait par phase. Il est très possible que ce que vous verrez soit une approche à plusieurs niveaux. Pas seulement une seule action, mais potentiellement plusieurs actions sur une période de temps. L'Iran, qui avait nié toute implication, met en garde contre une réponse rapide à tout type d'attaque. L'envoyé iranien auprès des Nations Unies, Saed Iravani, a averti que Téhéran réagirait rapidement à toute attaque contre son territoire, ses intérêts ou ses ressortissants en dehors de ses frontières. Dans le même temps, le Kataïb Hezbollah, qui a revendiqué ces attaques, ont de leur côté annoncé ce mardi suspendre leur opération militaire contre les troupes américaines pour éviter l'embarras du gouvernement irakien. Nous annonçons la suspension de nos opérations militaires et sécuritaires contre les forces d'occupation afin d'épargner tout embarras au gouvernement irakien. Le Pentagone balaie d'un revers de main l'affirmation de la milice irakienne, selon laquelle elle cessera d'attaquer les troupes américaines. En ce qui concerne la déclaration qui circule, je ne pense pas que nous puissions être plus clairs sur le fait que nous avons appelé les groupes mandataires iraniens à cesser leurs attaques. Ils ne l'ont pas fait et nous répondrons donc au moment et de la manière de notre choix. La décision du Kataïb Hezbollah fait suite à des jours d'efforts intensifs de la part du Premier ministre irakien pour empêcher une nouvelle escalade après l'attaque en Jordanie. Cependant, si Bagdad a condamné les attaques, il a affirmé que l'escalade régionale se poursuivrait tant que la guerre à Gaza se poursuivrait.
Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un extrait de l'entretien que le président du Faso a accordé aux journalistes à l'Infoca, un entretien qui portait donc sur les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, également le retrait du Burkina Faso et même des pays membres de l'AES, de la CEDEAO. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Toussiane. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition.